C'est un championnat qui semblait gagné d'avance pour Nicolas Sarkozy. Des affaires à ne plus savoir quoi en faire, de la corruption à tous les étages, de campagnes frauduleuses, des écoutes téléphoniques illégales, des amis condamnés. Bref, on le croyait loin devant. Mais de plus en plus, le petit poulain Macron le rattrape dans la course de qui sera le plus corrompu des présidents de la République française. Une compétition qui ne manque pas de rebondissements avec les soupçons autour de France Travail et le rapport parlementaire sur Macron et Uber. C'est une vraie remontada digne des meilleurs Tours de France que nous fait l'actuel président Macron dans ce championnat. Alors Macron, vrai challenger de Sarkozy dans la corruption? Amis réfractaires, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour du lourd, du très très lourd, parce qu'on va parler scandale, et on commence avec France Travail. L'affaire France Travail, c'est une découverte du média en ligne Blast, donc big up à eux. Tous les articles qu'on va citer, là, ça parle du boulot du journaliste Thierry Gadot qui considère que c'est un des plus grands scandales de l'ère macroniste. Rien que ça. Cette histoire, on va la commencer le 20 octobre 2007 à la mairie du Touquet. Ce jour-là, Emmanuel Macron se marie à Brigitte Trogneux. Un des témoins d'Emmanuel, c'est Marc Ferracci, qui est un de ses meilleurs amis depuis qu'ils ont été à Sciences Po Paris et ont tenté le concours de l'ENA ensemble. Globalement, ils ont exactement la même idéologie, le même dogmatisme, donc bon, ça rapproche. Et d'ailleurs, Emmanuel, il sera aussi témoin au mariage de Marc. Comme c'est mignon, les best friends forever. Bon, là, ça fait un peu people, j'avoue, mais vous vous doutez que ça aura des conséquences, hein, parce que être ami avec Emmanuel Macron, lorsqu'il devient président en 2017, c'est l'assurance d'avoir un très très bon poste. Marc, il veut rester un peu dans l'ombre et il va donc devenir le conseiller spécial de la ministre du Travail, puis du Premier ministre. En 2022, il va devenir le député des Français établis en Suisse et au Liechtenstein. Et pendant tout ce temps, il va s'intéresser à tout ce qui concerne le droit du travail et du chômage parce que son cœur d'activité à la base, c'est d'être un économiste spécialiste des politiques d'emploi. Ouais, le gars a carrément fait sa thèse dessus. Et peut-être bien qu'il aurait dû rester dans l'ombre, hein, parce que ce que Blast révèle, c'est que son rôle est bien plus trouble. Alors parlons un peu chômage justement. Aujourd'hui, quand on est au chômage, on appelle Pôle emploi. Et Pôle emploi, il est censé aider à recaser les personnes au chômage dans un boulot et en même temps indemniser les chômeurs. Mais Pôle emploi, c'est un service public. Et donc, comme tous les services publics, et depuis des décennies, c'est la merde. Toi-même, tu sais. Du coup, pour gérer les inscrits de plus en plus nombreux, ils font appel à des entreprises privées. Par exemple, Alliance Compétences. Alliance Compétences, c'est important, parce que c'est une co-entreprise qui relie deux gros acteurs du secteur, Axis et Alpha Secafi. Et vous savez quoi? Ces entreprises, elles ont bénéficié à pleine balle de la politique de Macron. En diminuant les CDI, en poussant les gens vers la précarité, y a bien plus d'inscrits à gérer et la facture est de plus en plus juteuse. Enfin, c'est salé pour nous et c'est juteux pour eux, quoi. Et en plus, Macron, il veut intensifier ça, hein. Il fait une loi dite plein emploi, qui est en fait une loi de flicage intensif des chômeurs. Elle est actuellement au Sénat, et en fait, vous la connaissez cette loi, puisque le but, c'est de prendre Pôle emploi et d'autres organismes pour créer un service qui s'appellera France Travail. Bon, cette réforme, elle est mise dans les mains d'un député Renaissance. Un ami proche de Macron, vous avez deviné, Marc Ferracci. Et en même temps, c'est son boulot à Marc. Pourquoi on va chercher la petite bête? Déjà, il se trouve que Marc Ferracci, c'est le fils de Pierre Ferracci, qui est président et fondateur du groupe Alpha, et donc aussi de Alpha Secafi, qui va récupérer pas mal de ronds avec la réforme. Donc niveau conflit d'intérêts, ça se pose là quand même, hein. On fait la réforme pour les objectifs officiels ou pour remplir les poches de papa? Hein, Marc? Alors? Mais en plus, il se trouve que Marc, il est actionnaire d'iCare Finance à 35%. Et iCare Finance, en fait, c'est le holding de la famille Ferracci qui détient les boîtes de papa. Donc là encore, si l'activité augmente, la rente aussi. Et les dividendes pleuvent sur toute la famille, y compris sur le député lui-même. Encore donc ce qui ressemble à un petit conflit d'intérêts là, non? Évidemment, toute la Macronie dit que c'est bidon. Mais évidemment, tout le monde sait qu'il est mytho, hein. Et il y a même des gens de LR qui disent que c'est du grand n'importe quoi. La France, quoi. L'autre affaire Macron, c'est le retour des Uber Files. C'est l'affaire Uber. Et là, ça concerne directement notre cher président, hein, mais quand il était ministre de l'économie. Donc, on est en 2014, Johan commence tout juste à écouter sa aise, et Macron devient ministre de l'économie. À l'époque, il y a des gros mouvements sociaux, des taxis qui s'inquiètent de la concurrence d'Uber et des VTC en général. Les taxis parlent du fait que ces nouveaux travailleurs sont bien plus précaires qu'eux et travaillent sans licence, ce qui leur semble injuste. À ce moment-là, le ministère de l'économie et tout le gouvernement ensuite vont
intervenir pour Uber. Ce qui est étonnant, hein, parce que le PS et ces vieux éléphants de l'époque, pour eux, ils sont complètement hors la loi. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, les taxis avaient totalement raison. À l'époque, sans licence, t'as pas le droit de conduire quelqu'un contre rémunération. Du coup, Uber est dans une logique de concurrence déloyale, vraiment, en théorie, et Uber aurait dû subir des amendes records et une interdiction sur le territoire tant qu'ils n'étaient pas conformes à la loi. À la place, c'est la loi qui s'est adaptée à la plateforme. Au fil du temps, Uber s'est installé en France avec l'aide des pouvoirs publics. On est censé les condamner, mais on les soutient. C'est un peu la logique française, hein. On fait ça avec les propriétaires d'autoroutes, avec les flics qui démontent la gueule des gens. Bon, c'est classique, mais là, le retournement de veste du gouvernement, il est assez spectaculaire. Et à l'été 2022, il y a une fuite de documents énorme qui semble résoudre le mystère. C'est Mark McGann, un lobbyiste d'Uber, qui va donner 124 000 documents au Guardian, le journal britannique de référence. Et tout ça, ça sera analysé par les journalistes du Monde pour le cas français. Ça se passe à l'été 2022 et les conclusions des journalistes, elles montrent un tas de choses. Le lobbying d'abord. Il y a eu des rendez-vous secrets avec des parlementaires et avec Macron quand il était ministre. Et en interne, Uber considère Macron comme un soutien important. Uber va en fait faire un lobbying intensif en écrivant des amendements eux-mêmes et en les filant à des parlementaires pour que ça passe à l'Assemblée ou au Sénat. Ils vont même payer des économistes pour faire des études d'impact de leur propre activité. Évidemment, les études diront que Uber c'est génial, que ça marche trop bien, et puis ils vont même avoir la diplomatie américaine dans la poche pour aider à leur installation en France. Dans le même temps, va y avoir un groupe indépendant de chauffeurs VTC qui va montrer sa colère d'être pointé du doigt par les chauffeurs de taxi. De même, ils vont soutenir l'entreprise. Et bon, vous en doutez, en fait c'est Uber qui a inventé ce groupe et qui paie ses membres pour là encore manipuler tout le monde. Ensuite, les fichiers ils montrent qu'Uber fait de l'optimisation fiscale aux Pays-Bas en faisant passer sa filiale française pour une boîte qui fait uniquement du marketing et ne gère pas de travailleurs. Lol. D'ailleurs, il y a aussi la réaction entre Uber et les chauffeurs VTC qui est un vrai problème, parce que Uber, il considère les chauffeurs comme des auto-entrepreneurs, alors que la justice française, elle a plus de 100 fois requalifié la relation en contrat de travail. Tout ça parce que c'est évidemment plus d'argent dans leur poche. Bon, on va pas tout détailler sur eux, juste un dernier truc, c'est la pyramide de merde. Non, je parle pas du gouvernement. C'est comme ça, en fait, qu'Uber qualifie les procédures en cours contre eux dans un schéma. Donc en fait, ils savent qu'ils sont en tort, mais globalement, ils s'en fichent. Et Macron là-dedans? Mais je l'assume à fond, et en vous regardant. Et vous savez quoi? Je le referai demain et après-demain. Bon, les Uber Files, comme je vous l'ai dit, ils ont été révélés en juillet 2022. Et quelques jours avant, a été nommé ministre de la Transition numérique Jean-Noël Barrot, qui a dit qu'il s'intéresserait pas à Uber. Et pourquoi? Parce que ça ferait mauvais genre, la directrice de la com de la boîte étant rien d'autre que sa sœur. Macron est donc bien emmerdé, parce que sa proximité avec Uber, on la voit partout, et en plus, les Uber Files révèlent des SMS comme celui-là. Ça, c'est McGann, le lobbyiste, qui envoie ça. Et puis, évidemment, on a même un échange entre Macron et le patron d'Uber. Travis Kalanick envoie lui-même un SMS à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut faire confiance à Kaz? Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve fera taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Kaz a accepté le deal. Face à toutes ces infos, il y a des procédures qui se lancent, et notamment une commission d'enquête parlementaire. Et c'est pour ça que là, tout est en train de ressortir. Le rapport, il vient d'être rendu, et ça confirme le boulot des journalistes. Le ministre Macron, il a été complice de l'installation d'Uber en France. On y trouve notamment des phrases comme celle-là. Le deal caché scellé avec Monsieur Emmanuel Macron a fonctionné, et avec lui la grande opération de manipulation qui aura permis d'alléger les conditions de formation et d'examen imposées aux chauffeurs de VTC, pour le plus grand intérêt des plateformes et de la plus puissante d'entre elles, Uber. Et évidemment, le rapport trouve des pistes pour expliquer pourquoi Macron a participé à ce deal. Déjà, il y a la raison idéologique. Les cadres d'Uber France entrevoient rapidement comment ils peuvent, dans une forme de symbiose, établir une relation gagnant-gagnant avec Emmanuel Macron en fournissant au ministre des occasions de se présenter comme le champion de l'innovation, tout en assurant à l'entreprise des retombées médiatiques et politiques positives. Évidemment, on oublie que Uber viole la loi, ne paie pas ses impôts dans le pays, traite ses travailleurs comme des sbires, donc ça permet de passer pour le champion de l'innovation. Wouhou! Bref, voilà un président qui, quand il était ministre, faisait des cadeaux à des entreprises qui ont vu en lui un
projet. Et depuis 6 ans, tiens, il a pas changé de politique puisque là encore, on fait des cadeaux aux puissants. Bon, alors faisons les comptes. Macron rattrape Sarkozy en termes de corruption. Il est possible même qu'il gagne notre couronne du président français le plus corrompu. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux ne jouent pas dans la même cour en fait. Sarkozy, il a fondé son empire corrupteur sur des financements d'États étrangers et sur des alliés de circonstance que sont les milliardaires français. Pour lui, la corruption, c'est un système d'influence internationale, c'est un peu de la vieille politique. Pour Macron, c'est très différent. Dans son idée de la Startup Nation, il s'est dit que le pouvoir était entre les mains des multinationales et des ultra-riches, mais pas que français. Du coup, il est ultra corrompu, mais par des boîtes, pas par des États. Des entreprises lui donnent son taf et ses soutiens, et en échange, ce sont eux qui mènent la danse. Ce qui est quand même une erreur stratégique, monumentale en plus. Monumentale erreur. Déjà parce que ça fait que Macron, à chaque remaniement, il doit racler les fonds de ses soutiens pour trouver des gens. Mais surtout, la vieille politique des États fait son grand comeback. D'ailleurs, il y a d'autres politiciens qui n'ont pas choisi la voie macroniste de la corruption. Le Pen, par exemple, elle a profité de l'argent de l'Union européenne, de la Russie, donc de la vieille politique. On sait pas tout encore, mais c'est à peu près certain qu'elle va pas se faire corrompre par des boîtes. Enfin bref, le vent tourne et finalement, les multinationales dans un monde en conflit, elles risquent d'avoir pas mal de plomb dans l'aile. Voilà, c'est tout pour nous. On vous tient au courant de la suite du championnat de la corruption, parce que l'avantage avec les politiciens français, c'est que ça ne s'arrête jamais. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Des bisous.